Voilà, merci de nous rejoindre sur ce webinaire concernant le MBSE. Aujourd'hui, on a deux présentateurs que sont Cécile Bessac, directrice de l'Académie chez Sésame, et Adrien Roch, directeur technique chez Sésame. Je vous laisse la main. Très bien, bonjour à tous. Eh bien, je vais commencer ce webinaire pour présenter en gros comment maîtriser le MBSE de l'architecture système jusqu'à la modélisation système. Donc, nous pouvons commencer. Alors, tout d'abord, pour commencer, vous voyez un nuage de mots sur votre écran. Ça représente un petit peu tout ce qu'on entend en termes de MBSE. Donc, vous avez peut-être entendu parler de MBSE, d'ingénierie système, d'architecture système, d'outils, de modélisation, d'exigences, enfin, tout un nuage de mots, hein, comme on peut le voir ici. En fait, il faut savoir que la plupart de fois qu'on voit la plupart des gens qui utilisent ces mots-là, ou la plupart de fois qu'on le voit, bah, de temps en temps, ça sert pour représenter des activités qui sont similaires, mais de temps en temps, ça sert pour en fait, parler de la même chose, enfin, ou parler justement de choses assez différentes. Parmi tout ça, il y a le mot MBSE qui surnage un petit peu et qui, de temps en temps, sert un peu de mot fourre-tout pour présenter un petit peu tout ça, tout ce qu'on voit ici. Alors, ça sert un peu peut-être en fourre-tout parce que c'est un sigle, alors donc c'est plus facile d'y mettre tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on n'y sait pas. Et ça peut être un problème. Et c'est un problème qu'on constate. Parce qu'en fait, dans le MBSE, il y a tout un tas de différentes disciplines, par exemple des disciplines de modélisation, des disciplines d'architecture qui sont inclus dans ce qu'on entend par MBSE, et chacune a des enjeux différents. Et donc, pas percevoir ces enjeux différents en appelant un peu tout la même chose, ça peut poser des problèmes quand on va vouloir le déployer. Donc, c'est un peu le constat qu'on fait et le point de départ en fait, de ce webinaire, c'est de se dire comment maîtriser le déploiement ou comment maîtriser le MBSE si on a du mal à en parler, si on a du mal à expliquer et si on a du mal à comprendre ces enjeux. Donc, le principe de ce cours webinaire là, avec vous, c'est en gros d'aborder deux points. C'est de se dire, de partager avec vous quelle est notre vision du MBSE, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par MBSE et surtout qu'est-ce qui se cache derrière le MBSE d'une part, et d'autre part, après de se dire, basé sur cette analyse-là, comment mieux le déployer, comment bien le déployer en évitant tous les pièges classiques qu'on peut rencontrer. Donc en gros, c'est un peu en deux temps. Qu'est-ce que c'est que le MBSE? Et fort de ça, après, quelques recommandations sur comment le déployer. Donc, on va commencer vraiment très concrètement. Qu'est-ce que le MBSE? Donc, c'est un sigle, donc ça veut dire qu'il y a quatre mots a priori qui se cachent derrière. Donc, le MBSE, ça signifie Model-Based Systems Engineering. Donc, en français, l'ingénierie des systèmes basés sur des modèles. Si maintenant on redécortique en gros ces quatre mots en deux, il y a, à la fin, il y a System Engineering. Donc, même si peut-être parmi vous, beaucoup savent déjà ce que c'est que l'ingénierie système parce que vous êtes là, on va faire un petit rappel dessus. L'ingénierie système, qu'est-ce que c'est ou à quoi ça sert? Donc, le but de l'ingénierie système, c'est de formaliser et de maîtriser la conception et la validation des systèmes complexes. Les systèmes complexes étant des systèmes dont la complexité rend impossible tout pilotage qui ne serait ni global ni structuré. Donc, je reprends. L'ingénierie système, ça sert vraiment à maîtriser le concept et plus généralement la validation des systèmes complexes. Et pour ça, on a besoin d'une approche globale et structurée. L'approche globale qu'on appelle approche globale, on l'appelle aussi approche système. Ça veut dire considérer les choses comme un tout, et c'est le mot système qu'on retrouve dans Systems Engineering. Ça, c'est l'ingénierie système. Maintenant, le Model-Based System Engineering, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est la partie ou l'approche outillée de cette ingénierie système qui va se focaliser sur notamment l'usage de modèles comme les principaux moyens d'information plutôt que sur les documents. Donc, on peut considérer que c'est du system engineering basé sur des modèles, et ça veut dire que le modèle va devenir l'échange principal d'informations sur la conception et la validation d'un système. Et c'est une approche outillée, on va le voir, donc, qui se base sur notamment sur outils au sens logiciel. Le modèle Based System Engineering se base sur des modèles. Alors, qu'est-ce qu'un modèle d'un système? Très rapidement, on a mis une image sur la droite. Un modèle d'un système, on considère que qu'un modèle, il est fait de différentes vues, les vues étant les représentations d'un système pour une perspective donnée. Donc, en gros, dans un système, dans un modèle, concrètement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir plusieurs types de diagrammes, plusieurs types de vues, c'est-à-dire plusieurs types de perspectives qui permettent de décrire un système. D'accord? Et l'intérêt du modèle, c'est que ce ne soit pas juste une série de vues les unes après les autres, mais que ce soit des vues qui soient toutes liées les unes avec les autres et qui forment un modèle cohérent. Ça, c'est le modèle, et c'est du coup la base du model-based system engineering. Pour info, c'est en phase avec ce que dit Linkozy sur ce sujet, qui dit que le MBSE, c'est l'application formalisée de la modélisation.
qui est sur tout le cycle de vie de la conception du système, depuis la définition des exigences jusqu'à la conception, l'analyse, la V&V, et donc, comme je l'ai dit, sur tout le cycle de vie du produit. Maintenant, pourquoi déployer ou adopter le MBSE? Très simplement, si on caricature un peu, sans MBSE, on est comme en haut à gauche. Avant, c'était plus, on a des rapports, des documents qui vont contenir toute l'information sur un système. Donc c'est assez textuel. Et le but, c'est de passer à quelque chose qui soit plus modélisé, donc c'est-à-dire basé sur des différentes vues et qui soit plus digital. Donc le modèle Based System Engineering, il permet d'avoir ces représentations digitales du modèle d'un système, qui sont finalement des choses qu'on va capitaliser, qu'on va garder pendant toute la vie d'un système, et qui permettent d'adresser des enjeux spécifiques qui on ne pouvait pas forcément le faire aussi bien quand on était en ingénierie système pur. On a donné quelques exemples pour rappel, 4 ici en dessous. Le premier, c'est que ça permet finalement de mettre au même endroit, de réunir et de lier toutes les données importantes qui sont liées à la conception d'un système, que ce soit du besoin client juste au choix du design, et on incite sur ce côté de mettre au même endroit le besoin et la solution finalement. Le premier point. Deuxième avantage, ça permet d'avoir au même endroit différents points de vue d'un système, c'est-à-dire que différentes disciplines finalement de l'ingénierie peuvent s'y connecter pour vous trouver l'information dont elles ont besoin, que ce soit des informations plus liées aux fonctions du système, plus liées à ses besoins, plus liées à ses composants, tout de l'avoir au même endroit. Troisième point très important, ça permet d'identifier tous les impacts qu'on va trouver dans un système lorsqu'on modifie quelque chose dans sa conception. Que ce soit parce qu'on modifie un besoin, parce qu'on modifie une exigence, ou que ce soit parce que plus tard, quand le système vit, on modifie un composant, et pour s'assurer, quand on modifie un composant, qu'est-ce que ça va changer dans toute la chaîne de valeur? Qu'est-ce que ça va changer comme service qu'il peut rendre ou ne plus rendre à son environnement? Donc, identifier les impacts, ça, c'est rendu possible grâce à la modélisation et au MBSE. Et enfin, l'avantage d'avoir ces modèles digitalisés qui soient bien cohérents, c'est que ça permet de s'assurer de la complétude de la conception d'un système. Donc voilà, si tout est lié, si on a plus des documents séparés, on peut bien se rendre compte automatiquement qu'une fonction n'a pas de composant ou qu'un composant n'a pas de fonction identifiée, pour prendre un exemple vraiment tout ça. Donc ça, c'est l'intérêt principal d'avoir adopté pour une logique MBSE. Maintenant, vous pouvez me dire: c'est super, Adrien, mais en fait, le MBSE, moi, j'en entendais déjà parler avant, mais sans trop mais pourquoi est-ce qu'on en parle plus spécifiquement maintenant? Et vous avez parfaitement raison. Donc, en gros, pourquoi est-ce que c'est un peu un sujet à la mode, le MBSE? Nous, c'est quelque chose que côté Césame, on a constaté, alors que le MBSE, finalement, techniquement, dans la, bibliographie, ça existe depuis bien longtemps. En fait, pourquoi on parle plus de MBSE maintenant? C'est que le MBSE, finalement, ça s'inscrit dans un cadre qui est plus large, qui est souvent les transformations digitales des entreprises, qui visent à avoir de la continuité digitale dans toute leur conception. Continuité digitale dans toute la conception, ça veut dire en gros toutes les données qui sont liées à la conception, donc de la spécification jusqu'à la définition, jusqu'à la vérification, jusqu'à la manière de l'implémenter ou de le manufacturer. Le but, c'est de trouver une continuité entre tout ça. Ça veut dire qu'il y a un écosystème d'outils assez important si on veut tout connecter, que ce soit les disciplines d'ingénierie, l'aéro, la méca, la thermique, peu importe, la simulation, la V&V, tout ceci et toutes ces disciplines peuvent avoir des outils. Et là, finalement, les outils d'ingénierie système et de MBSE vont se retrouver vraiment au centre de cette chaîne outillée. Donc c'est pour ça que ça va être très important. Et de plus en plus de sociétés se disent, en gros, puisqu'il faut que je connecte tout, je suis aussi obligé de connecter les outils d'MBSE, je suis aussi obligé de digitaliser ma modélisation et ma modélisation système. Ce qui est une opportunité, parce que ça rapporte beaucoup d'infos pluridisciplinaires, que ça peut les mettre à la disposition de l'ingénierie système. Ça peut aussi poser quelques problèmes ou quelques complications, parce que là, ça devient une nécessité, en gros, d'aborder ces sujets de digitalisation et de MBSE. D'accord, donc ça, c'était globalement un aperçu sur pourquoi on parle de MBSE, qu'est-ce que c'est le MBSE d'un point de vue d'un haut niveau, et voilà, et pourquoi est-ce que les sociétés maintenant en parlent de plus en plus. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on aimerait voir avec vous, c'est de se dire, bon, ok, ça c'est super, maintenant, concrètement, quand on ouvre le moteur, quand on ouvre le cœur du réacteur ou le capot de la voiture, qu'est-ce qu'il y a derrière le MBSE? Là, on va vous donner un peu notre vision des grands piliers qui forment le MBSE. En gros, pour le décortiquer, encore une fois, c'est comme une démarche d'architecture, décortiquer pour mieux le comprendre. Donc, derrière le MBSE, qu'est-ce qu'on peut trouver? On considère que, en gros, derrière le MBSE ou le déploiement du MBSE, il y a 4 piliers très importants qui forment le MBSE. Et donc, maîtriser le MBSE, ça veut dire maîtriser ou en tout cas considérer tous ces 4 piliers.
On va les prendre un par un. Le premier pilier qui forme le MBSE, c'est le cadre d'architecture. Donc, on a dit que le MBSE, c'est une vision d'un système basé sur des modèles. Ces modèles, ce sont différentes représentations. Et en fait, quelle représentation choisir, quel type de vue choisir, tout ça, c'est ce qui est défini dans le cadre d'architecture. D'accord? Donc, le cadre d'architecture représente en gros toutes les différentes vues du système qu'on a envie de mettre en place et qu'on a envie de décrire. Je vais prendre les exemples. Sésame, donc, on peut en parler. Le cadre Sésame est un cadre d'architecture qui permet de définir, par exemple, pour tout système, on dit le système il est décomposé en les vues opérationnelles, les vues fonctionnelles, les vues organiques, et ça permet de donner justement ce cadre-là à la description d'un système. Donc là, dites-vous, le framework, le cadre d'architecture, c'est le type d'informations et comment elles sont liées que je veux mettre dans un modèle. Ça, c'est une première chose. Il y a d'autres cadres qui existent aussi dans la nomenclature qui sont des fois liés aux industries ou qui sont des fois liés à des organismes. Par exemple, le cadre dans la défense, il y a le cadre de l'OTAN, qui était le cadre NAF, qui a été notamment pas mal utilisé, qui représente aussi deux types de représentations qu'on peut mettre pour décrire un système ou une entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est super, on a un cadre, mais maintenant, si on va déployer le MBSE, qu'est-ce qui est très important? C'est en fait la méthode. Ça veut dire, on a le cadre, il faut voir que c'est souvent un peu une boîte à outils avec tout un tas de vues qu'on peut utiliser. La méthode, là, elle est importante pour définir le MBSE, pour dire, voilà, quelle représentation j'ai besoin pour répondre à quel besoin. Quand je définis mon système, quand je vérifie mon système, quand je veux faire ci ou ça, qu'est-ce que j'ai besoin de prendre dans le framework, dans le cadre. Donc, c'est là où on va définir la méthode. Donc, pareil, l'intérêt, c'est d'avoir une méthode qui permet de bien dire comment utiliser toutes les vues du framework. Ça, c'est le deuxième pilier, et ça forme finalement toute une première partie où vous vous rendez compte, on ne parle pas encore directement d'outillage, on est vraiment là plus sur un niveau conceptuel. J'en viens à la troisième partie. Donc, si vous me suivez, là, on approche vraiment un petit peu plus le comment. On sait ce qu'on a envie de représenter. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on le représente, comment est-ce qu'on l'écrit. Pour ça, on aura besoin, avant de passer à un outil, de se dire comment je formalise les différents diagrammes, les différentes représentations de l'objet, du système que j'ai envie de décrire. Et pour ça, il y a le troisième pilier qui est le langage de modélisation. Le langage de modélisation, c'est tout simplement comment je vais écrire mes vues. Donc, on peut considérer que c'est comme si c'était voilà, l'alphabet quelque part du modèle qu'on a envie d'utiliser. Des langages de modélisation type qui existent, UML, SysML, BPMN, il y en a plusieurs. Le SysML étant celui qui est le plus utilisé en ingénierie système. Il sert à quoi? Il sert juste à dire, peut-être que dans le framework, la méthode, je sais qu'il faut que je considère des fonctions. Bon, ma fonction, c'est quoi? Je le représente comment? C'est un texte, c'est une boîte, c'est un triangle, c'est un rond. Qu'est-ce que c'est? Ça fait partie du langage de modélisation qui va permettre de nous dire comment je code tout ce que je veux en quelque chose de formel. Et une fois qu'on a tout ça, il y a le quatrième pilier qui arrive, qui est l'outil de modélisation. Cet outil de modélisation, c'est concrètement quel outil je vais utiliser, quel outil j'utilise à la fin pour formaliser et contenir tous mes modèles. Il y a différents outils qui existent dans l'écosystème un peu MBSE. On en a listé là les principaux qui ont toutes leurs spécificités et qui peuvent être utilisés avec plus ou moins différents langages de modélisation, méthodes ou frameworks. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, derrière, quand on ouvre le cœur du réacteur du MBSE, ce n'est pas qu'un outil, ce n'est pas qu'un cadre, ce n'est pas qu'une méthode. En fait, on considère que ce sont ces quatre choses différentes. Et pourquoi on vous en parle? Parce qu'en fait, ces quatre piliers, finalement, ils peuvent être implémentés de manière compatible ou pas les uns avec les autres, et c'est toujours important de considérer tous ces différents piliers. Je prends un exemple très simple. Quand vous choisissez un outil, l'outil il impose ou pas un langage de modélisation, l'outil il impose ou pas un cadre à utiliser, et ainsi de suite. Donc certains outils disent on peut utiliser le langage qu'on veut. Voilà, on peut trouver différents exemples comme ça. Pareil, dans le langage de modélisation, SysML, il ne va pas s'implémenter de la même manière, quel que soit l'outil qui est choisi. Donc en fait, il y a des spécificités, il faut juste les savoir, et c'est important de savoir qu'il y a ces quatre piliers de l'MBSE pour bien comprendre ensuite comment les déployer. Voilà. Merci Adrien, c'est moi qui reprends un peu la main. Oui, parce que du coup, tu nous as présenté les quatre piliers, quelque part, les quatre fondamentaux autour du MBSE, mais on peut très vite se demander, OK, mais par quoi je commence? Et du coup, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est lorsqu'on déploie des activités de MBSE, il y a deux phases, en fait,
assez différentes, ayant chacune leurs objectifs et leurs enjeux à considérer. Et bien sûr, ces phases vont s'appeler l'une l'autre, vont se reboucler. Mais voilà, il est important de comprendre qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'il faut d'abord effectivement respecter une phase qu'on va appeler, nous, d'architecture système. Cette phase, en fait, elle permet de comprendre le problème à résoudre sur le périmètre du système qu'on va considérer et puis simplement construire l'architecture du système. Donc là, vous voyez, on ne parle pas forcément d'outils. On va avoir besoin de personnes qui vont apporter de la réflexion. On va commencer la conception. On n'a pas forcément besoin de grand-chose, du paperboard, du brainstorming, etc. Et une fois que les idées sont là, on va commencer à les formaliser. Donc là, on peut commencer à introduire des outils, mais assez simples. Pourquoi assez simple? Parce qu'en fait, l'objectif, il est autre que l'objectif qu'on va avoir sur la phase d'après. Il est de partager et de communiquer et de converger, c'est-à-dire de récolter des informations, de challenger les architectures, de se mettre d'accord sur ce qu'on veut représenter, à quel niveau de grain, etc. Et donc, on va avoir besoin d'outils comme du Visio, PowerPoint, qui sont de la formalisation de type dessin, en fait. Il n'y a pas forcément d'intelligence derrière. Par contre, une fois qu'on a fait ça et qu'on a posé ce cadre d'architecture, donc là, on est plutôt sur j'ai commencé à définir un framework et une méthode, c'est-à-dire que j'ai implémenté ce framework concrètement, étape après étape, j'ai impliqué des personnes, etc. Et bien là seulement, on est prêt à rentrer dans la deuxième activité, qui est une activité avec un tout autre but, qui va être en fait de créer les modèles efficacement et de les connecter entre eux. D'accord? C'est-à-dire que on va commencer par une phase de préparation. Bon, c'est bien, j'ai mes vues, voilà, je les ai construites. Maintenant, il faut que je les mette dans l'outil. Donc, on va commencer par préparer toutes les règles de modélisation, le modèle de données qu'on veut implémenter, les liens de traçabilité qu'on veut créer entre toutes ces données, etc. Et après, on va formaliser. Et donc là, on voit qu'on est à la fois sur le pilier du langage, d'accord? C'est-à-dire transcrire tout ce qu'on a mis sur le papier dans un langage qui soit lisible par l'outil. Et donc, après, une rentrée dans l'outil qui va nous créer tous ces liens et toute cette structuration qu'on cherche, en fait, parce qu'on cherche à formaliser et à capitaliser. Et donc, souvent, nous, on voit les gens qui se précipitent dans la modélisation, alors qu'en fait, il y a toute cette étape préliminaire d'architecture à réaliser pour être efficace en fait dans la modélisation et pas avoir à tout changer en permanence. Alors on dit elles sont consécutives, on est d'accord qu'on architecture, on modélise, on peut revenir à de l'architecture pour repasser à la modélisation. En fait, elles s'appellent l'une l'autre, mais il est vraiment important de considérer ces deux phases. Voilà. Et bien garder ça en tête donc sur le qu'est-ce qu'il y a derrière le MBSE. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que une fois qu'on a bien compris voilà, quelle était la vision de Sésame sur la partie MBSE, on vous parle de quelques recommandations par rapport à ce que nous, on a pu constater chez plusieurs industriels, voilà, sur qu'est-ce qu'il faut déployer ou pas. C'est pas forcément l'ensemble des trucs et astuces, mais c'est les principaux. Et donc, le premier, et presque le plus important, c'est de ne pas faire du MBSE partout. Pourquoi? Pourquoi pas faire du MBSE partout si c'est si intéressant que ça? Eh ben, c'est de considérer qu'en fait, mettre en place des activités de MBSE, c'est coûteux. C'est coûteux en termes de personnes qui vont travailler dessus, c'est coûteux en termes d'investissement d'outils, c'est coûteux, et on le verra plus loin parce que voilà, ça va demander des changements au sein de votre entreprise. Et donc, il faut que la valeur perçue et donc la valeur ajoutée qu'apporte ce déploiement soit suffisant pour compenser cet investissement. Et donc, ça va vouloir dire que si on veut que la valeur soit au rendez-vous, eh ben, il va falloir assesser ce qu'apporte le MBSE, le problème que ça va venir résoudre, ce que ça va venir vous apporter. Et là, il va falloir se doter d'une vision de finalement, est-ce que c'est vrai pour tous mes projets, à toutes les phases de vie du projet, sur tous les systèmes? Voilà. Et détourer, en fait, au global, où est-ce que ça va être intéressant de déployer de telles activités pour que le problème que ça résolve et la valeur qui est perçue aussi des gens qui vont être impliqués dans cette démarche fasse que ils se sentent comment dire investis et que ce soit aussi attirant pour eux de le faire. Et donc voilà, il faut accepter qu'on ne déploie pas
exactement de la même manière et surtout de partout ces activités de MBSE. Et donc, cette recherche de la juste mesure, elle est valable sur les deux phases qu'on a citées précédemment, c'est-à-dire elle est valable sur la phase d'architecture. Il faut assesser en fait qu'est-ce qu'on va modéliser, à quel niveau de détail. Est-ce que peut-être dans des phases préliminaires, on va s'arrêter à un sursystème pour bien détourer le périmètre, l'objectif, les principales parties prenantes, quelques cas d'utilisation importants, une architecture fonctionnelle d'assez haut niveau par exemple. Et puis dans des phases ultérieures, rentrer dans beaucoup plus de détails, descendre dans des niveaux de système sous-système beaucoup plus profonds en fait, et donc créer d'autres vues avec d'autres niveaux de profondeur. Et ça aussi, c'est valable sur la partie activité de modélisation, parce que on va pas forcément de la même manière tout tracer, et donc il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut tracer, pour quel objectif, quels sont les échanges d'informations dont on va avoir besoin, avec quels autres outils, etc. Donc, première recommandation, ne pas forcément déployer le MBSE partout et bien évaluer là où ça va être nécessaire et important et à quel degré en fait. Ce qui nous amène à la deuxième. Exactement. Une deuxième recommandation. Alors, du coup, c'est un peu en lien avec ce qu'a dit Cécile avant sur l'intérêt, c'est vraiment de trouver, on est persuadé qu'il y a la valeur partout pour le MBSE, et si justement bien la trouver, comprenez bien que tout ça, c'est pour bien réussir ce déploiement du MBSE et convaincre tout le monde en le déployant au bon endroit. Comment savoir où bien déployer le MBSE au bon endroit? On va en discuter. L'intérêt, c'est de bien savoir là où on est déjà bon et là où on n'est pas très bon. Pourquoi on dit ça? Un des pièges de départ qu'on voit souvent, et Cécile l'a un petit peu dit, c'est que les gens pensent MBSE égale j'achète un outil, je mets l'outil sur les ordis de mes ingénieurs et hop, c'est fait. Le problème, c'est que ça, c'est voir le problème par un bout de la lunette, on l'a un petit peu vu avant. Et en fait, adopter le MBSE, bah, ça nécessite d'avoir une vue globale parce qu'en fait, ça va toucher différents aspects de l'ingénierie ou même au-delà de l'ingénierie. En clair, il faut voir que le MBSE, déployer le MBSE, c'est comme une transformation, une petite transformation d'entreprise. Alors, transformation, il ne faut pas que ça fasse peur. Ça veut juste dire qu'il y a un état initial, il y a un état final, et il y a le trajet pour comment on va de cet état initial à cet état final. C'est juste dire qu'on va faire des modifications en bien, hein, et du coup, il faut bien se mettre d'accord, il faut bien les analyser. Trop souvent, on voit que les gens se lancent dans ça, même si, comme dit Cécile, ils ont trouvé la valeur, ben, en fait, la valeur n'est pas forcément aussi là où on croit, et il y a peut-être des quick wins qui sont à trouver un petit peu partout dans l'écosystème MBSE. Donc là, notre point, c'est de se dire, comme pour toute transformation d'entreprise, il s'agit de trouver en gros les différents axes de maturité sur lesquels on a envie d'évaluer la situation pour savoir quel est le point de départ, à quel point on est bon ou mature ou pas sur tel ou tel point, quel est le point d'arrivée, comment est-ce qu'on veut être, enfin, à quel niveau on veut atteindre, et tout ça pour savoir, une fois qu'on a la situation actuelle et la situation future, de savoir ben, quelle est la trajectoire pour aller de ce point A à ce point B. Très concrètement, on a mis un exemple là sur d'évaluation de maturité qu'on a fait pour une entreprise. Il y a, sans critères de notation ici, juste pour information. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, à droite, vous avez un radar d'évaluation de la maturité du morceau d'entreprise sur les domaines MBSE. Est-ce qu'on considère que les MBSE, il n'y a pas qu'un seul axe, mais en fait, ça va toucher plusieurs parties de l'entreprise. Il y a plusieurs axes de maturité qu'on peut regarder. Nous, on considère qu'il y a une quinzaine d'axes qu'on peut regrouper en 5 grands domaines. Je vais les lister rapidement avec vous. En rouge, il y a l'efficacité et le déploiement sur le projet. Il y a le travail collaboratif, il y a les activités spécifiques d'ingénierie système. En vert, là, il y a tout ce qui est compétences, gestion des compétences. Et en noir, ce qu'on voit, c'est tous les critères liés à la donnée et aux outils. Ce qu'on dit juste, c'est que, bah, en fait, tout ça, le MBSE va avoir un impact en bien sur tous ces. En tout cas, il faut considérer tous ces aspects-là. Donc, c'est très important d'avoir la carte de départ, se juger selon ces critères-là pour se dire, là, voici là où j'en suis. Donc là, par exemple, la tâche bleue, c'est là où on est une entreprise à un moment donné, pour pouvoir voir, pour pouvoir dire, ah ben, en fait, maintenant j'ai cette vue globale sur tous ces thèmes, je sais qu'il faut que je progresse plus sur celui-là, celui-ci ou tel autre. Donc là, dans l'exemple qu'on vous montre, il y a la tâche bleue, c'est le point de départ. Ben, on peut considérer que si on regarde là où les notations sont le moins bonnes, ben, qu'il y a 3 axes peut-être principaux à faire avancer avant les autres. Le premier, c'est dans la partie outils. Donc, par exemple, là, c'était de mieux standardiser les outils qui sont déjà utilisés ou le langage, donc pour améliorer en gros l'efficacité sur ce point. Mais il y a une autre efficacité qui est à chercher pour la partie 2, là, sur l'efficacité du déploiement sur les projets.
Donc là, c'est touché plutôt à la méthode, comment on adapte la méthode ou comment la méthode, on la fait inclure dans les jalons métiers. Et le troisième point, c'était une faiblesse sur le point de vue des compétences d'ingénierie système au global, de se dire, voilà, il y a peut-être des awareness, des sensibilisations d'ingénierie système à faire. Et vous pouvez voir que tous ces grands axes, ils sont liés un petit peu aux 4 points qu'on a évoqués avant, aux piliers qu'on a évoqués avant avec Cécile sur le MBSE. Donc en gros, pour résumer notre reco là-dessus, c'est de se dire, en fait, ça va toucher un peu à tout le MBSE, et c'est bien d'avoir une carte de là où vous en êtes, la maturité de là où vous en êtes, pour pouvoir dire quels sont les axes que je dois lancer en priorité pour bien mener cette transformation. Et ça ne veut pas dire faire un Big Bang, au contraire, ça va pouvoir dire petit à petit, je vais trouver très rapidement de la valeur parce que j'ai regardé tel ou tel axe. Voilà pour la deuxième recommandation. Et pour la troisième, qui va notamment zoomer sur une de ces parties, Cécile, je te laisse. Mais oui. Alors en fait, on va faire un petit zoom là sur la partie compétences. Pourquoi? Parce que un des problèmes classiques qu'on voit assez souvent, c'est qu'il y a un focus sur cet aspect compétences qui est fait uniquement sur la partie langage et outils. Alors on ne dit pas que c'est pas important, c'est vraiment des compétences qu'il faut effectivement faire monter au sein des personnes qui vont le déployer dans l'entreprise. Par contre, ce qui est souvent oublié et qui est un petit peu problématique, c'est tout ce qui est system engineering, c'est-à-dire toutes les compétences liées à l'ingénierie système. Et ceci à la fois pour les ingénieurs système ou architectes système et pour les modeleurs. Alors peut-être pas au même niveau pour les deux, mais en tout cas, c'est assez important de notre point de vue que l'architecte qui sache comment répondre aux problèmes qu'on lui pose, etc., et quels vont être en fait, comment il va pouvoir architecturer son système, mais aussi comment tout ça, ça va se transposer dans la partie modélisation. Et à l'inverse, le modeleur, il va falloir qu'il comprenne quels sont les enjeux d'architecture liés à l'architecture qu'on lui donne. Et pareil pour comprendre le lien avec ce que lui va rentrer dans le modèle. Et pour simplifier, il y a un peu 3 axes sur lesquels il faut travailler si on parle de compétences en ingénierie système. Bien sûr, des compétences techniques, parce qu'il faut comprendre les enjeux techniques qui se cachent derrière les architectures et qu'on est en train d'essayer d'adresser. Et des compétences sur la partie ingénierie système, le cœur du réacteur, comme disait un petit peu Adrien, c'est-à-dire vraiment comprendre à la fois le framework, la méthode et toutes les techniques qui se cachent derrière, comprendre quelles vont être essentielles, comment on va les organiser entre elles, quels vont être leurs liens entre elles, qui va être impliqué pour les réaliser, donc qui est-ce qu'on va devoir solliciter en externe, en interne même aussi, au sein des métiers, et puis quel va être le niveau de détail optimum qu'on va choisir en fonction de la problématique qu'on va devoir résoudre pour chacune de ces vues. Et ça, c'est très bien, mais il faut toujours le complémenter en fait avec une partie que nous là, on parle de soft skill. Pourquoi? Parce que finalement, pour bien déployer tout ça, il faut avoir une orientation orientée client, c'est-à-dire satisfaction, intégration dans l'environnement, faire de la convergence autour des différentes parties prenantes impliquées, et donc avoir cette posture de facilitateur pour en fait ne pas faire une architecture tout seul dans son coin, qui soit très belle, etc., mais qui ne soit pas adaptée, qui ne résolve pas in fine le problème qu'on se pose. Et donc, voilà, nous souvent ce qu'on dit, c'est que c'est malheureusement le parent pauvre du MBSE, c'est-à-dire qu'on pense souvent à augmenter la capacité, la capacité niveau modélisation pure outil et langage, et on oublie un petit peu cet aspect system engineering. Et donc, comme je le disais, à la fois pour l'architecte et à la fois pour le modeleur. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour des quelques recommandations là, sur lesquelles nous, on voulait faire un focus. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, quelques petits mots sur Sésame et pourquoi on est habilité à vous parler de tout ça aujourd'hui, parce que effectivement le MBSE, c'est dans notre ADN et puis depuis quelques années déjà, puisque Sésame a été créé en 2011 et c'est une émanation de la chaire de l'école polytechnique qu'a animé Daniel Kropp, son fondateur, qui a mis en place, comme le disait Adrien plus précédemment, un cadre d'architecture qui est aussi une méthode.
Donc maintenant, vous voyez bien la différence entre les deux. Donc là, la particularité, c'est qu'on est encadré à une méthode Sésame qui a été déployée et pratiquée par de nombreux professionnels dans l'industrie. Donc vous voyez, on parle à peu près d'une dizaine de milliers de personnes formées et certifiées, et puis à peu près 20 000 professionnels qui pratiquent le cadre que vous voyez dans tous les secteurs, que ce soit l'aéronautique, le spatial, la défense, l'énergie, l'automobile, la construction, etc. Et donc notre particularité, c'est qu'on est orienté valeur, c'est-à-dire que tout ça, ça se déploie pour constater des gains et résoudre des problèmes, tout simplement. Et donc, comment est-ce qu'on fait tout ça? C'est à la fois par du conseil. Par exemple, si on prend le sujet du MBSE, on peut tout à fait venir vous aider à faire l'assessment dont parlait Adrien, c'est-à-dire savoir où vous en êtes et où vous voulez aller en fonction du problème que vous voulez résoudre au sein de votre société. Il y a aussi de la formation pour augmenter les compétences dont on parlait justement, c'était un des points clés. Ou alors, on peut venir coacher des équipes, c'est-à-dire les suivre concrètement sur un projet, dans leurs outils, à la fois sur la phase d'architecture et la phase de modélisation, et puis in fine, sinon vous fournir des ressources formées et qui connaissent à la fois le framework, la méthode, l'outil, le langage de modélisation, et qui vont venir produire pour vous dans vos équipes. Alors, je voulais également, parce que je suis quand même directrice de l'académie, faire un petit focus sur une des formations qu'on propose en intra depuis longtemps, mais là qu'on a mis cette année à notre catalogue inter-entreprise, et qui en fait fait une sensibilisation aux aspects MBSE, et comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut comprendre pour modéliser efficacement l'architecture système dans un outil, c'est-à-dire comprendre les fondamentaux du MBSE en rentrant dans beaucoup plus de détails de ce qu'on a fait là en une demi-heure, comprendre la relation et les enjeux entre l'architecture et le modèle, d'accord? Donc là, sur le modèle, sur la partie outillée. Et puis ensuite, implémenter, voir comment on peut implémenter un modèle de données sur un outil donné. Donc en intra-entreprise, on le fait sur l'outil de l'entreprise. En inter-entreprise, on fera en fonction des gens qui sont inscrits. On fera un focus soit sur Enterprise Architect, Xatis, Katia Magic. Voilà. Juste un petit mot pour vous dire que pour faire cette formation, c'est mieux d'avoir été sensibilisé à l'architecture. Sinon, c'est pas grave, ça vous fera une sensibilisation à l'architecture, on va dire. Mais voilà, si vous voulez vraiment être en capacité de déployer, il vaut mieux d'abord avoir des connaissances du framework et de la méthode. Et donc, soit d'avoir fait notre formation aux fondamentaux, soit d'être formé avec notre méthode par ailleurs. Et puis voilà, aussi, sachez que à la suite de cette formation, on peut vous accompagner dans un déploiement, soit par du coaching, soit par la mise en œuvre d'architectes dans le cadre de missions opérations. On va s'arrêter là. Un dernier slide pour vous dire qu'il y a de la littérature qui est sur notre site. Il y a eu un certain nombre de webinaires qui ont été faits par ailleurs. Je vous laisse lire un peu les différents sujets qui ont été traités. On parle d'outils, évidemment, on parle de la mise en place et la mise en œuvre de démarches d'architecture. Vous trouvez ça sur notre site en ligne, accessible facilement. Et puis, dernier point, vous recevrez demain un lien vers le replay de ce webinaire. Très bonne journée à tous.